Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Laurent Jalabert, Nicolas CZUBAK, DIEMUT Koenig, Esperluet Simone ODIERNA. Début 2015, lorsque nous avons commencé la recherche d'accompagnement pour le programme 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 projets pour la paix en Europe, en coopération avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, de nombreuses questions étaient encore sans réponse. Qui sont ces collègues à qui nous avons affaire dans ce partenariat de recherche? Comment organiser la collaboration au sein du groupe de recherche? Quelle approche méthodique choisir dans cette constellation associant histoire et sciences sociales? Sur quelles hypothèses théoriques communes se baser pour notre recherche? Comment réussir à atteindre un regard croisé sur l'histoire, la mémoire et sa reconstruction dans le contexte de rencontres de jeunes axés sur l'éducation civique dans un contexte international, franco-allemand? Comment capturer les nombreuses perspectives et les caractéristiques de ce projet colossal, qui a été mis en œuvre sur 5 ans de manière aussi diversifiée par autant d'organisations, initiatives, groupes et individus différents, sachant que de très nombreux jeunes ont participé à son organisation et à sa réalisation? Nous, membres de ce groupe de recherche récent et ne se connaissant pas encore, faisions face à des défis qui allaient nous accompagner 5 ans. Notre travail a toujours été suivi de phases d'orientation et de négociation, jusqu'à cette publication, fruit de notre travail commun. Elle tente de croiser toutes nos perspectives et processus de travail. Au niveau du contenu et au niveau didactique, nos résultats de recherche doivent servir à nourrir la pratique des rencontres internationales axées sur le travail de mémoire. Ils intègrent aussi l'arrière-plan théorique et l'évolution historique du contexte sociopolitique dans lequel ce programme et les différentes rencontres ont eu lieu. Le travail du groupe de recherche se base sur la réflexion théorique concernant la construction de l'histoire et le souvenir. Ces travaux sont à saisir dans le prolongement de la recherche sur les sources historiques, ainsi que sur les discours des sciences sociales et de la pédagogie de la mémoire. Ils mettent en lumière d'un œil critique le potentiel constructif des narrations, orales, textuelles, imagées et scéniques, au niveau théorique de la recherche. D'autre part, notre groupe de recherche s'est focalisé sur l'analyse empirique de projets de jeunes dans le cadre de rencontres internationales organisées autour du travail pédagogique de mémoire. Nous nous sommes moins intéressés au macro-niveau de la construction de l'histoire et de la culture qu'au micro- et mésoniveau, principalement dans le contexte des rencontres et dans les interactions qui s'y déroulent. Nous présenterons tout d'abord une brève introduction de notre hypothèse théorique de départ concernant la construction sociale des réalités historiques et de l'histoire de la culture, afin d'intégrer les différentes approches, d'expliquer leurs fondements et de mettre le doigt sur les lacunes de la recherche que nous souhaitons combler dans une certaine mesure avec la présente publication. La construction sociale de la réalité historique et culturelle. Les théories post-structuralistes élaborées par les sciences sociales ont démasqué que des conceptions jusqu'ici jamais remises en question ne sont au fond qu'une réalité construite par des pratiques mentales, langagières et actionnelles relevant du social et du culturel, une réalité que tout individu, le plus souvent inconsciemment, produit, reproduit et maintient en place, voir Thomas 2011/25. La subjectivité culturelle, qui se trouve dans un processus constant de production et de confirmation, est caractérisée par son aspect inachevé. Tandis que dans la définition classique, la culture est conçue comme une unité homogène qui se démarque clairement d'autres cultures et donc s'en différencie, le concept moderne de culture tend vers la direction inverse. La culture n'est pas monadique, elle ne se délimite pas nettement des autres cultures et ne peut pas être observée isolément des autres, car elle existe toujours par rapport aux autres et elle se constitue dans la différence ou les points communs à celle-ci. Les groupes sociaux interagissent toujours avec des apostrophes. Autres groupes, jamais isolément. Les contacts interculturels doivent donc être considérés dans une perspective systémique et dynamique. L'admiral Lipiansky 1989/10. Il ne s'agit pas de deux sujets communiquant de manière indépendante qui se rencontrent, chacun avec leur propre culture, conçue comme une unité statique et ontologique, mais au contraire, ils se constituent dans leur communication mutuelle, dans la différence, voire également Lussebrink 2004, Momuller 2004. L'interaction avec des modes d'action et attitudes divergents permet de prendre conscience de dispositions culturelles la plupart du temps implicites.
En rencontrant l'autre, on définit ce qui nous est propre. On peut réfléchir sur nos propres idées et comportements et se rendre compte de ses propres automatismes. Voir notamment Baker 2003/17 et suivantes. Si l'on admet que la rencontre avec l'étranger, avec l'autre, constitue une condition à la prise de conscience de ce qui est propre à soi, une rencontre comme celles qui ont lieu dans le cadre des projets financés par l'OFAJ initie donc la conscientisation des propres schémas de perception, de pensée et de comportement, qui idéalement peuvent être soumis à la réflexion, remis en question et être perçus comme une forme d'enculturation parmi de nombreux autres. Dans le cadre du programme « 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 projets pour la paix en Europe », et étant donné l'objectif des appels à projets de l'OFAJ d'encourager des jeunes ou des membres de la société civile à participer au développement du travail de mémoire et de la culture de commémoration, les formes des différentes dispositions de perception, de pensée et de comportements implicites ou même explicites des cultures du souvenir jouent un rôle particulier. Dans les différences constatées avec les narrations et l'histoire ou les histoires des autres, chacun prend conscience de la particularité, nationale, régionale, familiale, de ses propres récits et traditions, en ce qui concerne leur présentification. Les recoupements entre narrations s'avèrent aussi pertinents que la différence entre les souvenirs. Le souvenir en tant qu'image ne dépend pas seulement du passé en fonction duquel il est construit, mais aussi des conditions sociales dans lesquelles cette image est remémorée dans le présent. Sebald-Weyan 2011/174. Pour Sebald-Weyan, cette structuration forme les mémoires sociales, c'est-à-dire la faculté sociale à faire émerger le passé dans le présent et de le maintenir présent, ibidem. Cela a lieu via les modes du souvenir et de l'oubli. Dans la mesure donc, où les mémoires sociales et la commémoration se construisent comme pratique de la présentification du passé, Koenig 2020b, à partir de la situation présente, la perspective selon laquelle les événements, actes ou personnes sont jugés dépend toujours du présent et de leur utilité. Le quoi et le comme de la représentation du passé sont toujours déterminés dans le recours aux événements du passé, et s'avèrent donc également dynamiques, non figés. Ils se développent toujours à partir du présent, voir Halbwachs 1925. C'est seulement à la lumière du présent que les productions du passé sont réévaluées pour juger ce qui est actuellement encore pertinent. Dimba-Heinlein 2015/150. Le contexte, c'est-à-dire l'époque, le présent ou la situation à partir de laquelle le souvenir se fait, tout comme le setting, le cadre dans lequel il se produit, ont donc une incidence décisive sur la forme et le contenu. Les médias qui permettent de représenter les contenus du souvenir construisent en sélectionnant et en donnant forme à la représentation la version correspondante de la réalité et du passé, tout comme les normes, valeurs et concepts qui leur sont inhérents, voir ERLL 2005/124. Antoine Prost en tire le résumé suivant. Au bout du compte, l'historien fait le type d'histoire que la société lui demande, sinon, elle se détourne de lui. Or nos contemporains demandent une histoire mémorielle, identitaire, une histoire qui les divertisse du présent et sur laquelle ils puissent s'attendrir ou s'indigner. Si l'historien ne répond pas à cette demande, il s'enfermera dans un ghetto académique. Prost 1996/305. Ce souvenir, comme le montre Laurent Jalabert dans cette publication, est toujours saisi dans le contexte du potentiel constructif de l'histoire comme l'histoire orale, mais aussi comme mythe national, véhiculé par la commémoration en tant que pratique de présentification du passé, voire Koenig 2020b, et par l'éducation, comme histoire écrite, et toujours comme une sélection possible de ce qui est intéressant à être relaté, voire Odierna dans cet ouvrage. Dans les travaux de recherche interculturelle, deux composantes méritent tout particulièrement l'attention. D'une part, un plus grand nombre d'éléments ou de secteurs du système culturel et d'autre part les facteurs de situation, les contextes. Ross 2004/121. Ils sont importants pour mieux comprendre ce qui se produit dans les interactions interculturelles. Pour résumer, contexte signifie une situation spécifique et les facteurs participant à cette situation, autrement dit le cadre ou le setting d'une interaction. Ross distingue trois niveaux au sein d'une interaction interculturelle, le macro, le méso et le micro. Au micro-niveau, qui entoure directement l'événement, agissent finalement non seulement les conditions spatio-temporelles concrètes, mais aussi les caractères individuels des acteurs, les valeurs, représentations qu'ils défendent, leurs expériences, humeurs et émotions, ibidem.
127, c'est-à-dire l'observation de la situation au niveau interpersonnel. Le macro-contexte correspond en revanche à toutes les conditions cadres socio-culturelles, historiques, juridiques, économiques et politiques, voire ibidem. 127, qui sont intégrées dans une interaction, tandis que le mésocontexte renvoie au sens de l'arrangement d'une interaction dans une perspective institutionnelle. Ross considère ce niveau décisif pour l'interaction interculturelle car les conditions cadres du niveau macrosocial sont portées dans l'interaction concrète par le mésoniveau via des organisations, entreprises, autres communautés et des institutions judiciaires, éducatives, de loisirs ou administratives. Les conventions, codes, routines, rituels, rôles et rapports de pouvoir typiques de chaque institution définissent ainsi, dans une forme le plus souvent très directe, le cadre de l'action, ibidem. 127. Si l'on observe le programme initié par l'OFAJ dans cette perspective, on constate que les exigences liées aux subventions et les structures de rencontres choisies créent un tel cadre. L'objectif formulé, à savoir utiliser ce cadre pour encourager l'engagement citoyen, en ayant recours à diverses approches thématiques et méthodologiques de l'éducation à la paix et de la pédagogie mémorielle, implique de structurer les interactions via le mésoniveau, cadre, setting, et le microniveau, interaction concrète entre plusieurs participantes et participants pour influencer en partie le macroniveau, ce qui déclencherait des processus sociaux. Face à une telle attente se pose la question des chances de réussite de cette démarche et de la durabilité de ses effets. L'objectif de cette recherche d'accompagnement était de montrer dans quelles conditions il est possible d'atteindre des effets précis et durables au niveau du vécu aussi bien des participantes et participants que des équipes d'organisation et d'encadrement. Dans cette publication, nous allons mettre en lumière dans un premier temps les grandes lignes directrices de la reconstruction du souvenir et de l'histoire autour de la Première Guerre mondiale en Allemagne et en France, ainsi que celle du travail de réflexion réalisé communément sur le passé des deux pays, chap. 1. On clarifiera les concepts en fonction des différentes perspectives, réalité allemande et française, histoire, sciences sociales. Après avoir retracé l'évolution historique des différentes approches pédagogiques du travail de mémoire, et les discours sociopolitiques concernant le souvenir et la commémoration dans différents contextes, nous poserons un regard critique sur la construction de l'éducation scolaire et son rôle dans le contexte de l'historiographie et de la mainmise sur l'interprétation. Dans les chapitres suivants, chapitres 2, 3 et 4, nous exposerons, grâce à la recherche d'accompagnement des projets, comment la confrontation à l'autre peut faire prendre conscience aux jeunes de leur propre arrière-plan culturel et historique, et comment le contact peut troubler les conceptions de soi et du monde et les remettre en question. L'observation des projets n'avait pas uniquement pour but la reconstruction de réalités culturelles et historiques, mais aussi de générer des impulsions plus générales sur la conception du cadre ou du contexte de ce type de projet. Les résultats se rapportent donc au contexte de travail éducatif extrascolaire, mais aussi au contexte interculturel et relatif à la politique éducative, et livrent de précieuses informations sur les approches d'organisation de coopération, leurs limites et leurs possibilités. Nous tenterons de déterminer les conditions qui doivent être réunies pour permettre une réflexion ouverte et bénéfique sur des thèmes en partie controversés, au sens d'une contribution à l'éducation à la démocratie. Cette analyse est nécessaire pour comprendre comment développer chez les jeunes une attitude critique et autoréflexive, comme cela a été sollicité pour le travail de commémoration, mais aussi sur les lieux de mémoire, et comment travailler à l'éducation politique des jeunes pour l'ancrer de manière diversifiée à différents niveaux, dont le cadre théorique, voir par exemple Knigge 2010/11. En effet, l'analyse peut apporter des conclusions sur les potentiels constructifs, issus du travail pratique et de la réflexion sur la pratique, et en particulier tirés directement du vécu des participantes et participants, c'est-à-dire les spécialistes et bénévoles expérimentés ainsi que les jeunes à qui doit profiter le travail pédagogique. Tandis que le chapitre 2 offre une vue d'ensemble multiperspectiviste des différents formats de rencontres faisant partie du programme « 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 projets pour la paix en Europe 100 », le chapitre 3 a pour thème principal les éléments du théâtre dans la pédagogie de la mémoire. Dans le chapitre 4, une sélection de grandes manifestations de travail pédagogique de mémoire qui ont eu lieu dans le cadre du centenaire sera soumise à l'analyse.
Puis des approches actuelles ainsi que des formes didactiques de la pédagogie de la mémoire seront présentées, chap. 5, dont il devient urgent de développer de nouvelles formes pour le futur, au vu de la disparition des témoins historiques. Le mémorial de Verdun, monument commémoratif central de la Première Guerre mondiale, et son concept pédagogique seront présentés en détail dans une étude de cas. Nos conclusions tentent de mettre en relation et d'intégrer les différents résultats et perspectives, ainsi que les impulsions résultant des différentes approches analytiques. Nous souhaitons ainsi montrer comment les rencontres internationales et interculturelles peuvent influencer la construction des rapports entre un individu et un objet historique, et où se trouvent les potentiels du travail de mémoire. Références bibliographiques. Becker, Doc 2003, Vosoculture, Berlin, Kulturverlag Katmos. DIMBATH, Oliver et Heinlein, Michael, 2015, Jeux d'Achtni Sociologie, Stuttgart, UTB. ERLL, Astrid, 2005, Collectif Gedächtnis in der Erinnerungskulturen. Einführung, Stuttgart JB. Metzler. Albwax, Maurice, 1925, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Félix Alcan. KNIGGE, Volkar, 2010, Zur Zukunft der Erinnerung, Aus Politik und Zeitgeschichte, APUZ, 25-26e, 10-16. Koenig, Dimu, 2020, Gedenken in Monsieur Berek, Kachmelar, Odimbas. Achag, Monsieur Heinlein, N. Leonard, Verauer et G. Sebald, Dir, Handbuch Sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, Wiesbaden, Springer vs. L'Admiral, Jean-René Esperluetel IPIANSKY, Edmond Marc, 1989, La communication interculturelle, Paris, Armand Collin. Lussebrink, Hans-Jürgen, 2004, Einleitung in Ibidem, Dir, Concept der interkulturellen Communication. Theorienansatz und Praxisbezuge in interdisziplinaire Perspektive, Saint-Ingbert, Röhrig, page 7-14. Momuller, Alois, 2004, Das Kulturkonzept in der interkulturellen Communication aus ethnologischer Sicht, in H.J. Lussebrink, Dir, Concept der interkulturellen Communication. Theorienansatz und Praxisbezuge in interdisciplinaire Perspektive, Saint-Ingbert, Röhrig, page 4567. Prost Antoine, 1996, 12 leçons sur l'histoire, Paris Seuil. Ross Klaus, 2004, Kulturwissenschaften und interkulturelle Communication, Der Beitrag der Volkskunde zur Untersuchung interkultureller Interaktionen in H.J. Lussebrink, Dir, Concept der interkulturellen Communication. Theorienansatz und Praxisbezuge in interdisciplinare Perspektive, Saint-Ingbert, Röhrig, page 115-143. Sebald, Gerdeweyant Jean, 2011, Zur Formierung sozialer Gedächtnis, Zeitschrift für Sociologie 40.3, 174-189. Thomas Tanja, 2011, Poststrukturalistische Kritik als Praxis von Grenzüberschreitungen, in T. Thomas, S. Obubeta, Monsieur Cruz et Yenning, Dir, De Construction und Evidenz. Vers Sicherungen in Medienkulturen, Sulzbach-Tonus, Ulrike Elmer Verlag, page 22-42. Thomas, Alexander, Chang, Céline et ABT, Eike 2007, Erlebnis die verändern Langzeitwirkungen der Themen internationalen Jugendbeziehungen, Göttingen van den Hoek et Ruprecht. Chapitre 1, Mémoire allemande et française, Culture du souvenir et pédagogie de la mémoire. 1.1 La Première Guerre mondiale. Le souvenir, la culture du souvenir et la pédagogie de la mémoire en Allemagne. Simone au DIERNA. Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton père, il t'instruira, les anciens te le diront. Deutéronome 32,7. 1. Introduction. Pour mieux saisir le travail pédagogique de mémoire fait sur la Première Guerre mondiale en Allemagne, il est nécessaire de définir les concepts qui en constituent la base. En introduction, nous présenterons et analyserons donc les concepts de souvenir et oubli, souvenir collectif, mémoire collective, culture du souvenir, et pédagogie de la mémoire. Puis, nous nous pencherons de manière très synthétique sur la situation particulière du souvenir et de la culture du souvenir, au sujet de la Première Guerre mondiale en Allemagne au cours des différentes époques. Début de la guerre, République de Weimar, Allemagne nazie, après-guerre, coexistence de deux États allemands et post-réunification.
Puis nous présenterons une brève introduction à la didactique du travail pédagogique de mémoire. Pour finir, nous aborderons les différents aspects d'une didactique du moment fructueux dans la pédagogie de la mémoire. Pour notre projet, si l'on veut apprendre du passé, il est important de tourner le regard vers l'avenir de la pédagogie de la mémoire. Après 100 ans, le souvenir historique se trouve confronté à une dure épreuve. On ne regarde pas seulement en arrière, vers les événements historiques, mais aussi vers l'avant et vers l'avenir de ce souvenir, et on doit se poser des questions sur sa signification, les formes qu'il faut lui donner et la durée qu'il doit avoir. Assmann, 2018/94. Les thèmes associés, en particulier les nouvelles formes et méthodes du travail pédagogique de mémoire et sa didactique, sont présentés au chapitre 5. 2. Concepts essentiels. Nous allons maintenant présenter les notions essentielles au cadre théorique de notre analyse. Se souvenir. Étymologiquement, le verbe se souvenir signifie avoir quelque chose en mémoire, rappeler à la mémoire, se présenter à l'esprit. Centre national de ressources textuelles et lexicales pour l'étymologie du verbe allemand Erinnernen, voir Pfeiffer 2018/294. Par opposition au processus de l'oubli, lorsque l'on se souvient, on rappelle quelque chose à la mémoire. Cependant, ce souvenir comporte toujours une certaine sélection. Personne ne peut réussir à se remémorer toutes les perspectives d'un événement. Nous pouvons vouloir nous souvenir d'un événement heureux, que nous souhaitons ressentir à nouveau. Par exemple de situations en famille ou avec des amis, au cours de notre vie. Par contre, dans le cas d'une guerre, le but est à notre époque de commémorer, c'est comme une sommation de se souvenir d'un événement ou d'effectuer un travail de mémoire, afin de ne pas l'oublier ou parce que certains aspects pourraient tomber dans l'oubli. Après un conflit militaire violent ou une défaite douloureuse, le souvenir n'est pas toujours la meilleure stratégie. L'oubli et la réconciliation peuvent parfois mieux endiguer les réactions néfastes, vengeance, risque d'autres conflits, du moins pendant un moment. L'histoire ou les récits livrent de nombreux exemples de cette pratique tout à fait usuelle, de l'oubli et du refoulement ordonné par telle ou telle instance. Dans le Tanakh, la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et dans le Coran est racontée l'histoire de la femme de Lot. Les anges ou Allah aident Lot et sa famille à fuir Sodome qui est détruite. Ne respectant pas l'ordre des anges, d'Allah, la femme de Lot se retourne malgré la menace de mort et reste figée en colonne de sel, voire pour la référence allemande, Der Großbrockhaus 1955/326. Ce passage pourrait être interprété comme une image conseillant lors de situations effroyables de ne pas se souvenir, de ne pas regarder en arrière. Voir également la Bible, Genèse 13, Genèse 18, Genèse 19, Luc 17h28-32, Pierre 2-6-8 et le Coran 7/83, 11/81, 15/60, 26/171, 27/57, 29/32. À Athènes, après la guerre civile, fut ordonnée une pratique qui servait à éviter dans le discours public de raviver les anciennes plaies et que les douleurs anciennes et la haine ne fassent naître de nouveaux ressentiments et agressions. Assmann 2018/41. Pour désigner cette norme de l'oubli, un mot a même été créé, mnedikakein, qui signifie littéralement rappeler l'atrocité, et correspond dans la langue juridique athénienne à une interdiction de souvenir et de communication, et donc à un acte de censure publique au nom du bien de la communauté. Ibidem. Dans le film Nachlass, Héritage, tourné en 2017, il y a une partie intitulée Sur l'oubli, où le politiste Klaus Legui évoque l'amnistie collective et l'amnésie de la guerre d'Algérie. Même les historiennes et historiens n'ont toujours pas accès au dossier de cette guerre post-coloniale, de nombreux documents demeurent sous scellés. Ce genre d'oubli collectif est selon lui la mauvaise approche. Des tortionnaires ont pu se tirer d'affaire sans être inquiétés. Toute une génération de jeunes hommes qui ont lutté dans ce qu'on appelait l'antiterrorisme, et qui ont également commis des actes de torture, ont été traumatisés à vie. Legui conclut que les facultés des sociétés à gérer les situations présentes et les problèmes du futur dépendent de leur capacité à faire un travail de réflexion sur leurs propres erreurs. Cependant, il est également important pour les sociétés de dresser un bilan de leurs réussites et de leurs valeurs pour constater ce qu'elles ont mis en place.
Ces deux éléments sont les ressources qui constituent la base des solutions aux problèmes et du jugement qui permettent de développer dans le présent, avec réalisme et imagination, une narration pour l'avenir. Dans les États-nations en France au XIXe siècle et en Allemagne au XXe siècle, le souvenir de la guerre franco-allemande de 1870-71 a été maintenu constant et fut utilisé comme outil politique pendant la Première Guerre mondiale. En France, l'idée de l'humiliation de la France par les Allemands a entraîné une ambiance qui a favorisé la préparation politique de la Première Guerre mondiale. Puis le souvenir de l'humiliation de l'Allemagne, par le traité de Versailles pendant la République de Weimar, a constitué l'un des facteurs utilisés par la politique pour manipuler en continu la population à travers les médias, contribuant ainsi à l'évolution qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, voir Ibidem, 38 et suivante. Mémoire. Le concept de mémoire est interprété dans la littérature comme un processus individuel ou collectif pouvant avoir lieu à différents niveaux, émotionnel, cognitif, qui s'influencent réciproquement. Ainsi les souvenirs individuels jouent un rôle dans la perception collective d'événements du passé, tout comme les schémas de souvenirs collectifs influencent l'appréciation des événements par chacun. La mémoire est l'ensemble des représentations du passé, qui caractérisent un individu ou un groupe en raison de sa perspective socioculturelle. Par essence subjective, la mémoire NDA, est sous-tendue par des affects et des émotions qui la rendent à la fois plurielle et évolutive. OFAJ 2015. La mémoire peut aussi être saisie comme un acte individuel ou collectif de souvenirs. Gilsmer et Kamek 2016/6. Dans ce cas, la mémoire n'est pas seulement un accès et un recours au passé, voire même une restauration, restitution ou répétition d'un événement révolu, mais bien plus un processus de rétablissement d'une partie d'événements d'un certain type qui élargit le domaine cognitif à ces processus commémoratifs. Resigel 2009/122, cité dans Gilsmer et Kamek 2016/6, voire également Albvax 1925. Au niveau neurobiologique, les processus commémoratifs sont influencés par les émotions et les hormones qui conditionnent la représentation dans le cerveau ainsi que la remémorisation ultérieure, voir Mago, 2013, cité dans Gilsmer et al., 2016/8. La forme de remémorisation dépend des émotions, peur, joie ou neutralité, qui sont associées aux situations ou événements dont on doit se rappeler. Souvenir collectif, mémoire collective, mémoire culturelle. Qu'entendent les actrices et acteurs de la discussion scientifique par souvenir collectif, mémoire collective et mémoire culturelle ? La recherche sur le sujet est principalement influencée par le sociologue français Maurice Albvax, 5, et par Aby Warburg, historien de l'art et spécialiste des études culturelles, qui a accent aigu les bases de l'iconologie. La notion de mémoire collective a été développée par Maurice Albvax. Les événements collectifs garantissaient à ceux qui les portent une cohésion dans le présent et assuraient en outre une continuité qui faisait référence à l'avenir. Plus les mémoires collectives jouaient un rôle constitutif pour des communautés sociales, familles, groupes religieux, classes sociales, et plus elles opposaient aux éventuelles inconstances sociales une forme de pérennité. Wetzel 2015/10. Dans la notion de mémoire collective d'Albvax, on différencie trois aspects. La théorie de la condition sociale de la mémoire individuelle. Les analyses menées sur les formes et fonctions de la mémoire développées, d'une génération à l'autre. L'extension de la notion de mémoire collective au domaine des legs culturels et des créations de traditions, voir ERLL 2017/12. La notion de mémoire collective, voir Albvax 1925, désigne une mémoire qui n'est pas issue du cercle privé de la famille, mais qui est bien plus durable parce qu'elle est fixée dans la culture. Dans les cadres sociaux de la mémoire, 1925, en analysant la mémoire familiale collective, la mémoire collective de groupes sociaux, de classes sociales ainsi que leurs traditions, Albvax met à jour les cadres sociaux des mémoires collectives. La condition de la mise au point de son modèle est l'analyse du rêve et des images de souvenirs, l'analyse du langage et de la mémoire ainsi que l'analyse de la reconstruction du passé par les différentes générations. Le chapitre 4 de l'ouvrage décrit la reconnaissance et la localisation de souvenirs. Albvax y explique aussi pourquoi les souvenirs récents sont mieux mémorisés,
et présentent l'importance et le rôle des associations. Celles-ci permettent la localisation intérieure du souvenir, à côté des souvenirs voisins. Puis il définit les groupes sociaux qui agissent en porteurs de la mémoire collective. Cependant, il décrit également comment les évolutions des groupes sociaux ont une influence sur leurs souvenirs collectifs et les changements dans les sociétés. Les souvenirs collectifs ont une durée limitée dans le temps. Ils existent tant que les groupes sociaux existent. Or, des groupes et des personnes existent dans la durée et laissent leurs traces dans la mémoire des hommes. Il n'y a pas en ce sens d'idée sociale qui ne soit en même temps un souvenir de la société. Mais d'autre part, celle-ci s'efforcerait en vain de ressaisir sous une forme purement concrète telle figure ou tel événement qui a laissé une forte empreinte dans sa mémoire. Tout personnage et tout fait historique, dès qu'il pénètre dans cette mémoire, s'y transpose en un enseignement, en une notion, en un symbole. Il reçoit un sens. Il devient un élément du système d'idées de la société. Ainsi s'explique que puissent s'accorder les traditions et les idées actuelles. C'est qu'en réalité les idées actuelles sont aussi des traditions, et que les unes et les autres se réclament en même temps et au même titre d'une vie sociale ancienne ou récente, où elles ont en quelque sorte pris leur élan. Alphax ibidem. 211. Dans les années 1980, la thématique de la mémoire retrouve une certaine actualité dans la recherche. La notion de lieu de mémoire de Pierre Nora s'est avérée être le concept le plus influent au niveau international. Quelques années après lui, Aleida et Jean Assmann ont présenté le concept de mémoire culturelle, qui est devenu le plus important dans les pays germanophones et qui est le plus élaboré au niveau international. Hertl 2017/11. Les souvenirs ont besoin de lieux de mémoire, Pierre Nora, que l'on peut également appeler les encres du souvenir. Il s'agit de monuments, de célébrations, de rituels, de romans et ou symboles, par exemple les red poppies symbolisant les soldats anglais tombés pendant la Première Guerre mondiale. Le symbole des coquelicots a également été utilisé dans le cadre des célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne, en souvenir de la fin des hostilités. En novembre 2018, une installation artistique créée par l'artiste Walter Kuhn en faveur de la paix a été présentée sur la Königsplatz de Munich. Elle mettait en scène 3000 coquelicots. Ce fut un lieu et un espace de mémoire temporaire qui restera pour les habitantes et habitants de Munich une encre du souvenir. Aleida Assmann nomme les lieux de mémoire des espaces de mémoire, Assmann 2018. Dans les lieux de mémoire, Nora décrit les conditions qu'un événement ou un objet doit remplir pour pouvoir être un lieu de mémoire. Il différencie 3 dimensions parmi les lieux de mémoire, une matérielle, une fonctionnelle et une symbolique. Nora, citée d'après ERLL 2017/21. Par dimension matérielle, on comprend que pour Nora, lorsqu'on dédie un lieu, un tableau ou une minute de silence à la mémoire, il s'agit d'objectivation culturelle au sens large du terme. La dimension fonctionnelle implique que ces objectivations doivent pouvoir jouer un rôle dans une société, par exemple celui de rappeler un souvenir à la mémoire de tous. La fonction symbolique renvoie à des actions qui deviennent des rituels ou des lieux qui se transforment en lieux de mémoire, Verdun, Dachau, Auschwitz, et sont donc élevés au statut de symbole, voire ibidem. Pour Nora, les lieux de mémoire Ce sont d'abord des restes. Musées, archives, cimetières et collections, ce sont les bouts témoins d'un autre âge, des illusions d'éternité. Les lieux de mémoire naissent et vivent du sentiment qu'il n'y a pas de mémoire spontanée, qu'il faut créer des archives, qu'il faut maintenir des anniversaires, organiser des célébrations, prononcer des éloges funèbres, notarier des actes, parce que ces opérations ne sont pas naturelles. Sans vigilance commémorative, l'histoire les balayerait vite. Mais si ce qu'ils défendent n'était pas menacé, on n'aurait pas besoin non plus de les construire. Si les souvenirs qu'ils renferment, on les vivait vraiment, ils seraient inutiles. Nora 1984/28-29. Dans cet extrait, Nora insiste sur le fait que les lieux de mémoire ont pour qualité de commémorer qu'il y a quelque chose que la société n'a pas réellement encore atteint. Par exemple, vivre la paix. ERLL définit les lieux de mémoire comme suit. Les lieux de mémoire sont, dans la tradition de la mnémotechnique antique, à saisir comme des loci au sens large du terme. Ils peuvent aussi bien comprendre des lieux géographiques, édifices, monuments et œuvres d'art,
tout comme des personnalités historiques, journées de commémoration, textes philosophiques et scientifiques ou des actes symboliques. Hertle 2017/20. Hertle développe ainsi une notion de lieu ou d'espace qui n'est pas à concevoir exclusivement au niveau géographique, mais plutôt comme des lieux générés par la communication ou le symbolisme. 11. Mémoire collective, mémoire culturelle. Par mémoire collective, Aleida et Jean Assmann conçoivent deux cadres de la mémoire communicative et la mémoire culturelle, voir Assmann J. 1992/56 et Assmann A. 2002, 2006-2007. La première apparaît dans l'interaction quotidienne et peut englober jusqu'à 100 ans environ. Elle est variable et ne contient aucun lien de sens. Quant à la mémoire culturelle, elle constitue un ensemble de souvenirs liés à des objectivations fixes, le plus souvent créées et ritualisées, et commémorées en particulier dans la dimension culturelle du temps de la célébration. Hertle 2017/25. La mémoire culturelle est portée par des spécialistes formés à cette fin, chamans, prêtres, historiens, etc., qui l'interprètent, la préservent et sont garants de sa continuité, voire ibidem. Dans son essai Gedächtnis und kulturelle Identität, Mémoire et identité culturelle, paru en 1988, Jean Assmann développe le concept de mémoire culturelle qu'il définit comme suit. Par le concept de mémoire culturelle, nous entendons l'inventaire propre à une société et à une époque de tous les textes, images et rites réutilisés et dont la conservation sert à stabiliser l'image et à transmettre un savoir collectif, de préférence sur le passé, mais pas exclusivement, et sur lequel un groupe fonde sa conscience d'unité et de particularité. Assmann 1988/15. La mémoire communicative naît dans l'interaction au quotidien et comporte les expériences historiques de chacun. Elle se rapporte donc à un horizon de souvenirs des vivants, c'est-à-dire une période de 80 à 100 ans. Les contenus de la mémoire communicative dépendent de leurs actrices et acteurs. Pour Jean Assmann, la mémoire communicative fait partie de l'oral history. Jean et Aleida Assmann emploient ce concept pour le différencier de la mémoire culturelle, qui est au centre de leurs travaux. La mémoire culturelle constitue un ensemble de souvenirs liés à des objectivations fixes, le plus souvent créés et ritualisés, et commémorés en particulier dans la dimension culturelle du temps de la célébration. La mémoire culturelle transporte un inventaire figé de contenu et de contexte de sens dont la perpétuation et l'interprétation est confiée à des spécialistes, prêtres, chamans ou archivistes. Elle a pour objet des événements mythiques interprétés comme fondateurs d'une communauté qui peuvent être issus d'un passé lointain, par exemple l'exode d'Égypte ou la lutte pour Rome. Entre le temps commémoré dans le cadre de la mémoire communicative et la mémoire culturelle, se forme une lacune ou, pour reprendre les mots de l'ethnologue Jean Vancina, un floating gap. Hertle 2017/25. Aujourd'hui, la culture du souvenir en Europe vis-à-vis de la Première Guerre mondiale est divisée. On trouve une version allemande et française de la Première Guerre mondiale au sein des autres pays européens. Dans les pays du Commonwealth, en revanche, Cameron annonçait déjà en 2014, bien avant le Brexit, vouloir créer un avenir pour les morts de la Great War et les incroyables histoires de courage, d'effort et de sacrifice. Voir Assmann 2018/91, ainsi que Jalabert et Odierna dans cet ouvrage. 3. Culture du souvenir, pédagogie de la mémoire. La culture du souvenir d'un pays comporte le souvenir collectif, la mémoire culturelle mais aussi les lieux, les rituels de mémoire ainsi que les médias de leur mise en œuvre. La pédagogie de la mémoire, ce sont les différentes formes de travail pédagogique réalisées dans les institutions éducatives, écoles maternelles, primaires et secondaires, enseignement supérieur, etc., dans les musées et les mémoriaux, ainsi que par le biais de l'éducation culturelle et civique. Culture du souvenir et pédagogie de la mémoire dans l'histoire allemande depuis la Première Guerre mondiale. Nous allons présenter ici un aperçu des concepts et notions utilisés ainsi que la culture du souvenir, la pédagogie de la mémoire, telles qu'elles ont été pratiquées en Allemagne concernant la Première Guerre mondiale. Culture du souvenir. L'une des caractéristiques propres à l'Allemagne est que de nombreuses formes officielles de culture du souvenir se sont succédées au fil des changements de situation politique. On compte au moins 6 grandes lignes différentes selon les époques.
Première Guerre mondiale, République de Weimar, nazisme, République fédérale d'Allemagne, République démocratique allemande, Allemagne réunifiée. Ce découpage en phases sert uniquement à structurer une vue d'ensemble. En réalité, de nombreuses cultures du souvenir et de types de travail pédagogique différents ont coexisté lors de chaque phase. La raison est qu'il existe différentes cultures du souvenir au niveau familial, local, régional et national. Venaient et viennent encore s'ajouter à cela les différents mouvements politiques représentant des positions divergentes, voire opposées, et les cultures du souvenir associées, voire Halbwachs 1925. Un exemple. Dans l'arrondissement berlinois de Wedding, sous la République de Weimar, certaines rues, voire même portions de rues, étaient connues pour être rouges socialistes communistes, et d'autres brunes, nazis. Le lieu où on était mis au monde influençait donc l'opinion politique. Entre ces deux courants politiques, la mémoire et les cultures du souvenir étaient diamétralement opposées. Culture du souvenir durant la Première Guerre mondiale. Dès le début de la Première Guerre mondiale, on a commencé à glorifier la guerre et à élaborer des mythes ainsi qu'une culture du souvenir promouvant la guerre. Pour cela, la propagande, les expositions consacrées à la guerre, les médias et la presse ainsi que les artistes ont tous participé. Le souvenir et la commémoration n'ont pas commencé qu'après la fin de la Première Guerre en 1918. Ils ont été mis en œuvre dès le début de la guerre, c'est-à-dire à un moment où les combats à l'ouest et à l'est de l'Europe, dans les Alpes, les Balkans et au Proche-Orient n'avaient pas encore eu lieu et avant même que la première guerre industrialisée de masse et mécanisée ait atteint son apogée. Dans toutes les nations engagées dans la guerre, des livres de photos, des chroniques et des documentations ont paru se succédant les uns les autres sur la guerre, qui dès le début a été baptisée de Grande par ses contemporains. The Great War, la Grande Guerre, de Grote Oorlog, der Große Krieg. L'objectif des directeurs de publication et des auteurs était de documenter cette grande époque constitutive, aussi bien pour les co-témoins que pour la postérité, ce en quoi la propagande et la documentation se sont largement superposées. Hirschfeld, 2014/1. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, on a vu en Allemagne, mais aussi dans tous les pays impliqués dans le conflit, voir Hirschfeld, Ibidem, se développer une culture du souvenir entretenue essentiellement par les collections dites de guerre dans les bibliothèques publiques et les archives mais aussi par des collections privées au sein de la bourgeoisie comme celle de l'entrepreneur Richard Frank, Ibidem. 3 et suivant. Cette culture du souvenir changea de caractère au fil de l'évolution de la guerre, et les expositions sur la guerre jouèrent un rôle éminemment politique. Elles influencèrent et façonnèrent la mémoire d'après-guerre de la guerre mondiale, en Allemagne et ailleurs, Ibidem. 6. Digression, miracle de Verdun. Dans sa pièce grotesque Wunder Verdun, Le miracle de Verdun, de 1919, l'auteur Hans Schlumberg, mort en 1930, met en scène une culture officielle du souvenir et son cynisme. La pièce se déroule en 1939, lors de la préparation fictive de la célébration des 25 ans du début de la guerre. La pièce s'ouvre sur le tourisme de la mémoire, avec la visite des champs de bataille et des tranchées de la Marne, de l'Argonne et de Verdun. Rapidement, les touristes venus de différents pays se disputent au sujet du nombre de morts, etc. Tout à coup, les soldats gravement blessés et morts pendant la Première Guerre mondiale se réveillent et se mettent en chemin pour rentrer chez eux et retrouver leurs familles, s'aidant les uns les autres. Les soldats morts perturbent en fait le rituel commémoratif. La politique internationale ne sait comment réagir, et une crise internationale éclate. La pièce a été représentée en 2018 au Théâtre national de la Sarre. Dès 1919, l'auteur avait imaginé avec une grande clairvoyance le tourisme commémoratif ou événementiel. Aujourd'hui, il est nécessaire de soumettre à la réflexion critique ce genre d'événements commémoratifs dans le cadre de la discussion autour des formes actuelles de scénographie dans le travail de mémoire. On pense ici notamment aux reconstitutions historiques ou aux reenactments. Culture du souvenir dans la République de Weimar. À l'époque de la République de Weimar, la mémoire collective de la Première Guerre mondiale était caractérisée par différents facteurs. La division de la société entre anciens opposantes et opposants à la guerre et ses défenseuses et défenseurs, les conséquences de la légende du coup de poignard dans le dos, les retombées de l'échec de la Révolution de 1918, la pauvreté de masse des blessés de guerre et des familles de victimes de la guerre.
Les formes et les lieux de mémoire et de commémoration étaient alors omniprésents. Dans le moindre village étaient érigés des monuments en l'honneur des victimes de guerre et à certains endroits, des cimetières militaires. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, association de gestion des tombes de victimes de guerre allemandes, initia à partir de 1922 une journée de deuil national au printemps, Volksbund 2019, mais ce n'était pas un jour férié officiel. Comment se sont déroulées, pendant la République de Weimar, les discussions sur les lieux de mémoire appropriés à créer? Contrairement à la France et à l'Angleterre, les avis étaient très divergents. 19. Symptomatique du déchirement de la culture politique de la République de Weimar, les Allemands de l'époque n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la manière dont commémorer leurs morts tombés pendant la Première Guerre mondiale. Tandis que les sociodémocrates et les membres du Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, organisation paramilitaire du SPD, étaient pour ce qui était de la politique du souvenir tombés pour leur république, les communistes avaient sacrifié leur vie pour la révolution bolchevique mondiale, et les membres du Stahlhelm, les casques d'acier, organisation paramilitaire monarchiste et antiparlementaire, à l'instar plus tard des nazis, étaient morts pour l'Allemagne ou pour le mouvement. À la différence de la France et de la Grande-Bretagne où le culte du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe à Paris et celui du tombeau vide, cénotaphes de Whitehall ont réussi à offrir jusqu'à aujourd'hui des lieux de mémoire et de commémoration nationale et commune à tous, l'Allemagne n'a pas su trouver des autels de la patrie, pour reprendre l'expression du général français Maxime Weygand. La tentative de récupérer le mémorial de Tannenberg, quasi indécent par ses dimensions monstrueuses, qui rappelait la victoire allemande sur les armées russes en 1914 en Prusse orientale, pour en faire un Reichsehrenmal, monument aux morts du Reich en 1934, a échoué piteusement. Y avoir enterré les ossements de 20 soldats allemands inconnus tombés sur le front Est en son enceinte aura même été en vain. Hirschfeld 2014/6-7. Il fut également impossible de trouver une forme adaptée d'hommage aux personnes tombées pendant la guerre. De manière semblable à la quête controversée et vaine d'un lieu de souvenir national, les efforts d'institutions locales et régionales pour établir une forme commune et unanime d'hommage aux soldats morts pendant la guerre et de commémoration n'ont pas abouti. Ni le gouvernement du Reich à Berlin ni les centres de consultation régionales spécialement créés pour les hommages aux victimes de la guerre n'ont été en mesure de mettre en œuvre leurs propres exhortations à développer des formes et motifs de commémoration plus démocratiques et pacifistes. Pire encore, les conceptions de monuments en mémoire aux victimes de guerre ont souvent donné lieu à de véritables guerres des tranchées des monuments, entre les associations d'anciens combattants et les administrations. Serent 2004. Cela s'accentua vers la fin de la République de Weimar. À Berlin, vers la fin des années 1920, toute tentative de groupe pacifiste d'ériger un monument dénonçant l'absurdité de la guerre était immédiatement empêchée par les SA ou les Stahlhelm nationalistes. Hirschfeld 2014/7. Culture du souvenir sous l'Allemagne nazie. Après 1933, la mise au pas national-socialiste porte également sur la politique du souvenir et l'éducation du peuple, par le NSDAP. Sous le Troisième Reich, la Première Guerre mondiale et ses héros sont glorifiés. La défaite est présentée comme un coup de poignard dans le dos, imputé à la République et à ses responsables politiques. La légende du coup de poignard dans le dos, voire plus haut, a influencé les débats politiques dès l'époque de la Première Guerre mondiale et de Weimar. Associée à l'antisémitisme, elle joue sous le nazisme un rôle politique encore plus marquant. Jour férié. En 1934, les dirigeants nazis déclarèrent férié le Volkstrauertag, jour de deuil national, et le rebaptisèrent Heldengedenktag, jour de commémoration des héros. Elle avait lieu sous l'égide de la Wehrmacht et du NSDAP. Les directives concernant le contenu et la mise en œuvre étaient éditées par le ministère de la Propagande du Reich. Culture du souvenir après 1945. L'époque qui suit 1945 est marquée par le travail juridique de dénazification par les Alliés, poursuite pénale contre les grands criminels nazis, procès de Nuremberg, et par le rétablissement de l'état de droit. Pour éviter les erreurs commises à l'issue de la Première Guerre mondiale, la politique a essentiellement prôné l'oubli pour remède,
comme moyen d'effacer l'amer souvenir nationaliste pour reconstruire la société ouest-allemande et consolider la paix en Europe. Assmann 2018/42 et Legui 2017. L'élément central caractérisant les situations après les deux guerres mondiales est que ne pas se souvenir servait, comme après toutes les guerres, à éviter que les gens dans les villes et les villages ne soient plus capables de vivre ensemble. Dans chaque village, toute la population savait qui avait été de tel ou de tel côté et qui avait commis quel crime. Mais cela a été tu. Les gens ont dû s'en accommoder dans la vie de tous les jours pour réussir à gérer la vie en communauté. Après 1945, la Première Guerre mondiale est restée dans l'ombre de la culture du souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Après 1949, les deux États allemands, la République fédérale d'Allemagne, RFA, et la République démocratique allemande, RDA, développèrent des traditions du souvenir divergentes, chacune influencée par les différents systèmes politiques des puissances victorieuses et par le conflit américano-russe de la guerre froide. Tandis qu'en RFA, le travail et la réflexion sur le passé ont constitué un processus permanent qui a évolué en plusieurs phases. En RDA, ce travail a été considéré comme accompli dès la révolution antifasciste et démocratique. La recherche historique menée en RDA sur la Première Guerre mondiale a également connu plusieurs stades, voir Klein 2003/316. Elle a été majoritairement influencée par la vision marxiste, reposant sur le lien entre économie et politique. Jours fériés et monuments. À la différence des autres pays européens, aucun ou peu de jours fériés n'ont été instaurés en souvenir de la Première Guerre mondiale dans les deux États allemands. Les monuments érigés en mémoire de ce conflit ont été complétés dans les deux États allemands par des inscriptions en souvenir des morts de la Seconde. République fédérale d'Allemagne. Aucune journée officielle de commémoration n'a été introduite en mémoire de la Première Guerre mondiale. L'Association de gestion des tombes de victimes de guerre allemande s'est chargée du fait qu'une journée y soit à nouveau dédiée. Après la création de la République fédérale d'Allemagne, l'Association de gestion des tombes de victimes de guerre allemande a obtenu la réintroduction d'une journée de deuil national, Volkstrauertag, qui a été célébrée la première fois en 1950 par une heure de cérémonie dans la salle plénière du Parlement allemand. À l'issue d'un accord entre le gouvernement fédéral, les Länder et les communautés religieuses, la date a été fixée à l'avant-dernier dimanche de l'année religieuse protestante, ou au 33e dimanche de l'année catholique. La journée de deuil national est protégée par les lois régionales. Plus la guerre est lointaine et plus l'Association de gestion des tombes de victimes de guerre allemande considère cette journée de deuil comme un jour de commémoration. Cette journée est aussi devenue un jour d'exhortation à la réconciliation, à la compréhension et à la paix. Volksbund 2019. République démocratique allemande. En République démocratique allemande, aucun jour férié ne commémorait la Première Guerre mondiale. Les monuments en son souvenir ont même été en partie détruits ou modifiés. Ce conflit était interprété et représenté comme une guerre entre États impérialistes. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux monuments qui présentaient notamment des symboles ou des inscriptions glorifiant la guerre ont été détruits. Aujourd'hui encore, cependant, plusieurs centaines de monuments commémoratifs sont encore visibles. Certains d'entre eux ont été modifiés par l'effacement de représentations particulièrement militaristes. En même temps, des plaques commémoratives exhortant clairement à la paix ont été apposées à de nombreux endroits pour rappeler la Seconde Guerre mondiale, Denkmal 2019. Culture du souvenir après la réunification. Après la réunification, la réflexion et le travail de mémoire sur la Première Guerre mondiale n'ont pas joué non plus de rôle notable. Il était plus important de faire progresser l'intégration des deux États allemands. La culture du souvenir était principalement marquée par le travail de réflexion sur le nazisme, la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, ainsi que sur la RDA. Cette situation a changé à l'approche du centenaire du début de la Première Guerre mondiale et des célébrations de commémoration internationale. Question actuelle du travail pédagogique de la mémoire et de la Première Guerre mondiale. Nous avons vu que la mémoire communicative, que l'on pourrait également appeler mémoire intersubjective, ne se rapporte qu'à une période relativement courte, 3 générations ou une période de 80 à 100 ans,
qu'elle n'est pas stable, c'est-à-dire qu'elle est facilement modifiable. Elle se forme et est cultivée au sein de la famille ou de groupes relativement restreints. La mémoire collective a une portée plus lointaine, elle est institutionnalisée et nourrie de publications, d'archives, monuments et rituels du souvenir. Elle sert également à interpréter l'histoire et à légitimer une structure de pouvoir. Le souvenir est un acte communicatif lié au passé dans le cadre de la mémoire communicative et culturelle, acte qui permet d'actualiser d'importants fragments de la mémoire, tels que des événements particuliers, des défaites ou actes héroïques. La culture du souvenir peut être décrite et analysée comme étant principalement l'institutionnalisation de la mémoire collective, des rituels du souvenir et des efforts de socialisation. Aucune culture homogénéisante et de contrôle ne peut s'adresser à toutes ou à plusieurs sociétés, à toutes les couches sociales ou aux groupes de cultures différentes. Une culture de ce genre est impossible concrètement. Il semble évident qu'il ne peut exister une seule et unique culture du souvenir pour tous les pays, milieux politiques et sociaux, couches et classes sociales, groupes sociaux de cultures différentes et différentes générations et classes d'âge. Au contraire, les cultures du souvenir officielles ou dominantes sont très différentes d'un pays à l'autre, voire même à l'intérieur d'un même pays. Elles font souvent l'objet de luttes culturelles, parce qu'il existe une lutte pour l'hégémonie culturelle, Gramsci, entre deux centres de pouvoir dans un pays, ou parce qu'ont eu lieu dans l'histoire récente plusieurs changements de pouvoir. Cela a une importante incidence sur la pédagogie de la mémoire. En effet, cette dernière ne peut donc pas s'appliquer sous forme de programme unique dans plusieurs pays et pour différentes communautés de mémoire, ni proposer une seule méthode d'apprentissage du souvenir ou par le souvenir. On pourrait donc donner comme autre définition de la pédagogie de la mémoire. La pédagogie de la mémoire s'adresse à des groupes cibles spécifiques. Pour répondre à leurs besoins, il est nécessaire de se baser sur une analyse du groupe cible en fonction de leur contexte de culture du souvenir pour développer des objectifs indicatifs, généraux et particuliers. Ces derniers permettront d'élaborer des programmes d'apprentissage, grâce à une didactique et des méthodes spécialement adaptées aux différents groupes. 4. Didactique du travail pédagogique de mémoire, didactique de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Il n'existe sans doute aucune didactique spécifique en matière de pédagogie mémorielle. Les méthodes d'enseignement et d'apprentissage doivent être définies en fonction de la position socio-culturelle et des habitudes d'apprentissage. Le problème de ces méthodes est qu'elles sont quasi neutres. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées dans des contextes très différents d'éducation civique ou politique, car elles sont adaptées aux groupes cibles les plus divers, même pour des objectifs diamétralement opposés. Par exemple, un brainstorming, un jeu de simulation ou un atelier d'avenir peuvent être aussi bien employés dans une rencontre pédagogique de travail sur la mémoire organisée par l'OFAJ que lors d'un événement du Front National ou de l'AfD. Lorsque l'on élabore une pédagogie de la mémoire générale, cela oblige à lui donner un cadre d'appartenance très large. Lorsque les groupes cibles sont des jeunes venus de pays différents, issus de niveaux d'éducation précis et d'une ou de plusieurs communautés de souvenirs, s'ouvre alors un large éventail de situations d'apprentissage qui peuvent associer des aspects cognitifs et émotionnels spécifiques ainsi que des actions définies. Pour savoir quelles formes didactiques sont les plus appropriées pour quel groupe cible, seule l'empirie, l'observation extérieure et l'évaluation réalisée par des participantes et participants sont recommandées. Digression. Aspect d'une didactique du moment fructueux dans l'actuelle pédagogie du souvenir. Dans cette partie, nous allons revenir sur un élément essentiel pour le processus pédagogique du souvenir, la didactique du moment fructueux. Wulff 2018/49 et suivante présente une pose de Stolpersteine, pierre de mémoire, qui a eu lieu dans le cadre d'un échange de jeunes franco-allemands. Il souligne 5 aspects d'une didactique du moment fructueux. Caractère existentiel, arrangement rituel, mise en scène et représentation, caractère social et émotion. Caractère existentiel. Par caractère existentiel, Wulff entend un important moment existentiel. Il y a de la souffrance humaine, de la violence et de la responsabilité morale, ibidem. 49. Les jeunes sont confrontés à l'Holocauste de manière existentielle, en rencontrant une témoin qui leur parle de la situation historique et politique. En posant des Stolpersteine,
les jeunes se demandent comment eux auraient agi, ibidem. 50. Ils apprennent ici autrement qu'à l'école. L'expérience de la perception de la souffrance humaine prend une importance existentielle. Arrangement rituel. Les moments que nous venons de décrire apparaissent souvent lors de rituels. Lors de la pose de la pierre, la mise en scène crée une situation rituelle. Pendant le rituel, les jeunes se trouvent dans une situation liminale de passage. Pendant l'action sacrale qui se déroule dans le lieu singulier où est posée la pierre, les jeunes prennent conscience de ce qu'est l'Holocauste. Les phases: introduction à la situation, récit de témoins, pose des pierres, minute de silence, lecture de psaumes, conclusion, contribuent à créer un rituel qui constitue un moment fructueux par la condensation des significations, par les gestes et par leur performativité, voire ibidem. 51. Mise en scène et représentation. La mise en scène et la représentation sont nécessaires au rituel. Pour les performances sociales et artistiques, la mise en scène et la représentation du corps jouent un rôle important pour la création de moments fructueux, ibidem. 51. Cela signifie pour Angers et Wulff 2016, une participation par le corps. Les rituels ont besoin d'une représentation corporelle. Les jeunes font plus que parler des pierres, ils les tiennent dans la main, les placent dans le sol et les y encastrent. Par là, la création des moments fructueux est fréquemment liée à la performativité des actions à caractère social et esthétique, ibidem. 51. Caractère social. Dans l'échange international de jeunes aussi, les actions sociales sont réalisées dans des arrangements rituels. L'apprentissage social dans l'expérience vécue en commun contribue au développement de la compétence de la vie en communauté, capacité de coopération et de travail en équipe, correction des orientations unilatérales axées sur les performances individuelles. Les moments fructueux dans les expériences de coopération et le vécu social sont des opportunités significatives d'apprentissage sociaux, voire ibidem. 52. Émotion. Dans le rituel se condense un événement social qui entraîne une intensification des sentiments communs. Pendant le rituel de la pose de pierre, les jeunes ressentent consternation, bouleversement et tristesse, voire ibidem. 52. Ces sentiments se propagent parmi les personnes présentes via les perceptions sensibles. Les moments fructueux naissent de l'intensification de ces sentiments qui se fixent alors dans la mémoire. Il est alors possible de se remémorer par la suite les sentiments et la situation, voire ibidem. 52. Ces 5 aspects sont transposables aux actions d'acquisition de savoir sur la Première Guerre mondiale, comme le montrent les expériences vécues pendant le projet trinational de théâtre réalisé en coopération avec le Residence Theater de 2016 à 2018, voir le chapitre 3 de cet ouvrage. 5. Conclusion. Pour mieux saisir le travail pédagogique de mémoire fait sur la Première Guerre mondiale en Allemagne, nous avons défini les concepts qui en sont à la base. Nous avons présenté les concepts de souvenir et oubli, souvenir collectif, mémoire collective, culture du souvenir et pédagogie de la mémoire. Nous avons pour terminer, donné une vue d'ensemble de la situation du souvenir et de la culture du souvenir, en ce qui concerne la Première Guerre mondiale en Allemagne au cours des différentes époques. Première Guerre mondiale, République de Weimar, nazisme, après-guerre, cohabitation de 2 États allemands, Allemagne réunifiée. Nous avons brièvement présenté la didactique du travail pédagogique de mémoire. Pour finir, nous avons dépeint les aspects de la didactique du moment fructueux dans la pédagogie de la mémoire. Pour notre projet 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 projets pour la paix en Europe, il est important de tourner le regard vers l'avenir de la pédagogie de la mémoire si l'on veut apprendre du passé. Le chapitre 3 décrit par exemple un projet trinational innovant et particulièrement réussi, intitulé The War to End All Wars, The First World War in an European Theatre of Peace. Références bibliographiques. Assmann, Aleida, 1999, Erinnerungsraum. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnis München, ch. Weg. Assmann, Aleida, 2002, Gedächtnis als Leihbegriff der Kulturwissenschaften in Elmüsner et Gewenberg dir, Kulturwissenschaften, Forschung Praxis Positionen, Wien WUW, page 27 à 45.
Assmann, Aleida 2006, Der Landschatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik München CH Beck. Assmann, Aleida 2007, Geschichte im Gedächtnis München CH Beck. Assmann, Aleida 2018, Der Europäische Traum. Wir lehren aus der Geschichte München CH Beck. Assmann, Jean 1988, Culture und Gedächtnis Frankfurt am Main-sur-Caen. Assmann, Jean 2010, La mémoire culturelle. Écriture, souvenirs et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Paris-Aubier. Breuer, Joseph, 1992, Rollenspiel Meyerwarsen, Köln Matemu. CHLUMBERG, Hans, 1931, Wunder Verdun, Berlin Fischer Verlag. Der Großbrokos, 1955, tome 7, Wiesbaden, FA. Brokos. Dorner, Birgit et Engelhardt, Kerstin 2006, Arbeit an Bildern der Erinnerung, Stuttgart, Lucius & Lucius. Dorner, Birgit, 2006, Bilder der Verführung Bilder der Erinnerung gestaltet Bilder, in B. Dorner et K. Engelhardt, Arbeit an Bildern der Erinnerung, Stuttgart, Lucius & Lucius. ERLL, Astrid, 2017, Collectif Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 3e édition, Stuttgart, J.B. Metzler. GILZMER, Mechtil des KMEC, Sonia, 2016, National Narrative und Erinnerungslandschaften im Wandel, in Ibidem dir, Histoire partagée, mémoire divisée. Erinnerungskultur in grenzüberschreitender Perspektive, Saarbrücken, Universar. Albwachs, Maurice, 1925, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris et Falcan. Albwachs, Maurice, 1950, La mémoire collective, Paris, PUF. Hirschfeld, Gerhard et KRUMEICH, Gerd 2014, Deutschland im Ersten Weltkrieg, Frankfurt Main Fischer Verlag. Klein, Fritz 2003, Die Weltkriegsforschung in der DDR in G. Hirschfeld, G. Krumai chez Irens, Encyclopédie Erster Weltkrieg Paderborn Ferdinand Schonin. Mannheimer, Max 2007, Viviel Erinnerung braucht ein Mensch? Viviel Gedenken braucht ein Volk, in W. Nicolai et M. Brumlik et al. Dir, Erinnern lernen, Gedenken. Perspektiven der Gedenkstätten-Pädagogik, Freiburg im Breisgau Lambertu Verlag. Nora Pierre Dir, Les lieux de mémoire Paris Gallimard, 3 tomes, tome 1, La République 1984, tome 2, La Nation 1986, tome 3, Les France 1992. OFAJDFJW, 2015, Vademecum pédagogique, L'histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes, Paris-Berlin. Pfeiffer, Wolfgang, 2018, Etymologie Schwaterbourg des Deutschen Koblenz Edition Kramer. PLANERT, août 2004, Nation und Nationalismus in der Deutschen Geschichte, Inneauspolitik und Zeitgeschichte, APUZ, 39 11-18. Ranger, Almuth Barbara et Wulf Christophe 2016, Körperwissen. Transfer und Innovation, Paragrana. International Zeitschrift für historische Anthropologie 25, 1. SAEHRENDT Christian 2004, Der Stellungskrieg der Denkmaler. Kriegerdenkmaler im Berlin der Zwischenkriegszeit, 1919 à 1939, Bonn Diet. Schlitt Annika et Unfeld Thomas Dir, 2017, ORT und Verortung. Beiträge zu einem neuen Paradigma interdisziplinare Forschung, Bielefeld, Transkript. WEHLER, Hans Ulrich 2011, Nationalismus, 4e édition München, CH. Beck. Wetzel, Dietmar J. 2009, Maurice Albwachs, Constance UVK. Wulf, Christophe, 2018, La formation comme appropriation de ce qui nous est étranger, INSEE Wulf et G. Brouzer, Dire, À la rencontre de l'autre, lieu, corps, sens dans les échanges scolaires, Paris, Théraèdre, page 25 à 75. Wulf, Christophe et Brouger, Gilles Dire, 2018, À la rencontre de l'autre, lieu, corps, sens dans les échanges scolaires, Paris, Théraèdre. Source Internet. https://www.bibleserver.com/texte/u/l.mos19. Consultez le 12-8-2019. http://www.bpb.de/geschichte/geschichte-and-erinnerung/3981-4-Erinnerungskultur. Consultez le 29-8-2019.
http://www.candemil.org/ consultez le 10-6-2019. https://deng-mal-gegen-krieg.de/ Kriegerdung-Malheur-Mecklenburg-Vorpommern-L-M- consultez le 6-3-2019. https://www.dengmalpflege-bw.de/ Média, Denkmal, Actuel, Weltkrieg und Denkmal, Vortragirchfeld des OFDM 2014.pdf, consultez le 10-6-2019. https://www.dhm.de/lim-baroblik-philidmin-q = esperluetf esperluetf = epoche erster pour 120 Weltkrieg, consultez le 5-3-2019. https://www.juetsche-allgemeine.de/kultur-der-Zeitzeug-al-Hologramme, consultez le 14-2-2019. https://www.kz-gedenkstätten-app-1981.html/, consultez le 5-3-2019. https://www.niemalswider.com/der-k%c3% Bessensler/, consultez le 3-12-2019. https://www.residenz-theater.de/sag-mir-wo-di-blumen-sind, consultez le 10-6-2019. https://www.youtube.com/watch.cn0811ZNGBG, consultez le 10-6-2019. https://www.volksbund.de/volksbund-Trauertag/Geschichte-Volkstrauertag.html, consultez le 29-8-2019. https://www.1.wdr.de/wdr/unternehmen/der-wdr/Unternehmen/Augmented-reality-app-wdr-zeitzeugn-azaropa.html, consultez le 18-2-2019. https://upload.wikimedia.org, Wikipédia Commons, Sumb 330 British Remembrance Poppy.jpg, 220 px1921 British Remembrance Poppy.jpg, consultez le 18-6-2019. 1.2 De l'histoire à la mémoire, la société française et les structures du souvenir. Laurent Jalabert. Le rapport de toute société au passé, au souvenir d'un héritage collectif, est fondé sur un double paradoxe. Le premier est celui entretenu entre l'histoire et la mémoire. Toutes deux œuvrent à la transmission entre les générations du passé, mais différemment et pas nécessairement de manière complémentaire. C'est d'autant plus flagrant de nos jours, avec le primat de la mémoire dont l'une des meilleures illustrations est certainement l'injonction au devoir de mémoire. Le second paradoxe repose dans notre rapport au passé lui-même, que l'on peut résumer en reprenant une phrase de Pierre Nora: « On ne parle tant de mémoire que parce qu'il n'y en a plus. » Or, c'est bien là toute l'ambiguïté. Le sentiment de la perte d'un passé évidemment définitivement révolu, dans une société qui a connu des mutations profondes et très rapides après 1945, nous a rappelé que nous avons perdu la mémoire longue, celle de nos pères, de la tradition, ce qui nous a amené à un trop-plein de mémoire ces dernières décennies, par peur d'oublier un passé qui semble s'éloigner à grande vitesse en raison de l'accélération de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, en écho à ces horreurs, a favorisé une course mémorielle éperdue, et par voie de conséquence, la Grande Guerre n'a pas échappé à ce mouvement, comme en témoigne le centenaire et ses multiples événements. Nos sociétés sont dès lors prises dans un rapport schizophrénique pour se souvenir, entre une histoire et ses vérités, souvent douloureuses, et une démémoiresse concurrentielle, sélective, depuis que le primat de la mémoire nationale s'est effondré, particulièrement en France. Dans ce pays,
L'évolution de l'enseignement de l'histoire indique bien cette mutation, où une science sociale tenue à la vérité doit composer avec la floraison du fait mémoriel, au risque de se voir complètement submergée. Dans les lignes suivantes, il s'agit de montrer sur quelle structure repose notre rapport au passé, entre autres afin d'éclairer la relation entretenue en France avec la Grande Guerre. L'objectif est également de donner des clés de comparaison avec d'autres approches mémorielles, notamment en Allemagne. L'avènement de la mémoire. La société française, pour ne parler que de celle-ci, est envahie par le mémoriel. Les termes de souvenir, commémoration, patrimoine, mémoire, ont envahi le vocabulaire courant du monde politique, de l'école et aussi de la science historique. Évidemment, la société civile, le monde militaire et de tradition dans le cérémoniel commémoratif, n'est pas engagé de matière unitaire et totale dans ce mouvement, mais le fait est que depuis plusieurs décennies, nous sommes entrés dans l'ère de la mémoire. C'est ici qu'il faut s'entendre sur une terminologie qui tourne autour d'un triptyque, souvenir, mémoire, histoire, dont l'usage est parfois flottant, en raison de la variété des utilisateurs. En premier lieu, le souvenir et la mémoire. Ces deux termes sont presque synonymes, mais ont une histoire différente. Actuellement, le terme de souvenir n'est plus guère employé. Une association, le Souvenir français, 1887, destinée à entretenir le souvenir des morts de la guerre franco-allemande de 1870, ne prendrait vraisemblablement pas la même dénomination si elle devait être créée à présent. Assez révélateur est l'usage que les militaires eux-mêmes, pourtant défenseurs du souvenir du sacrifice de leurs pères, en font dans leur structure dédiée à l'entretien de la mémoire collective. La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives, DPMA, et ses sous-services en sont la preuve. Cela nous montre que nous sommes passés du souvenir, fondé sur un événement, une personnalité, une date, à un phénomène plus vaste, plus englobant et certainement aussi plus flou qui s'incarne dans le terme de mémoire et qui se décline en une variété de dimensions, de cercles sociaux, de groupes, déjà décrits par Maurice Halbwachs et qui montrent qu'il y a autant de mémoire que de groupes. Le souvenir des actions passées, des ancêtres, a toujours existé au sein des sociétés car il sert de ferment et de ciment au groupe. Le souvenir constitue un marqueur d'un passé commun, d'une histoire collective, mais ciblé sur un point précis comme une bataille. Avec la mémoire, nous sommes dans autre chose, nous parlons de souvenirs et aussi de ses usages. C'est-à-dire que nous dépassons la simple commémoration de l'événement pour en saisir la portée jusqu'au temps présent, gageant que l'approche de cet événement n'est en rien figée, mais qu'elle évolue avec la société. Ce n'est pas par hasard que Pierre Nora a intitulé son ouvrage collectif « Les lieux de mémoire » et non « Les lieux du souvenir ». Le directeur de publication a bien saisi que dans les années 80, nous avions dépassé le stade du souvenir. Évidemment, la distinction évoquée reste dans la nuance et relève du discours scientifique. Pour beaucoup, souvenir et mémoire, c'est bien la même chose. La mémoire de Verdun équivaut au souvenir de Verdun. Or, c'est là mettre de côté un pan complet de l'approche mémorielle, celui du poids du temps et des interactions avec la société qui interprète le souvenir passé. Il existe une autre distinction entre souvenir et mémoire, qui se révèle dans la désuétude du premier terme. La mémoire engage une forme d'actualité qui n'existe pas dans le souvenir. La mémoire crée le faux semblant d'un passé présent alors que le souvenir, utile à ancrer la mémoire, reste une évocation. L'un est un état, l'autre est un moment. Cela se traduit par exemple à travers la monumentalité. Un monument traduit un souvenir. Une multitude de monuments sur des événements contemporains, bâtis il y a longtemps et aussi pour certains longtemps après les dits événements, reflètent la mémoire. Sans vouloir forcer le trait, on peut dire que le souvenir marque un moment, alors que la mémoire est un tout. C'est pour cela qu'avec la mode mémorielle, il y a eu des usages abusifs, notamment de la notion de lieu de mémoire. Certains ne sont jamais que des lieux du ou d'un souvenir, avec leur valeur propre, mais sans l'épaisseur de la dimension mémorielle. Nombre de circuits touristiques usent ainsi de la terminologie de lieu de mémoire, alors qu'il ne s'agit bien souvent que de simples lieux de souvenir. L'évocation mémorielle doit avoir un sens et une résonance réelle, une portée dans la société actuelle. Les châteaux cathares ne sont jamais que des lieux du souvenir de cette période, pas des lieux de mémoire. Cela signifie aussi qu'il y a une échelle temporelle qui peut,
mais pas nécessairement entrer dans la distinction entre souvenir et mémoire. Le souvenir peut se perdre, notamment avec la disparition des personnes contemporaines de l'événement, avec la perte de tradition, etc. La mémoire elle aussi peut disparaître, mais si l'on accepte l'idée qu'elle est le produit d'un traitement toujours actualisé, le danger est moindre, même si cela ouvre la porte à des dérives auxquelles l'histoire tente de faire face. L'histoire est un point important du triptyque évoqué car elle constitue à la fois la toile de fond du souvenir et de la mémoire en ce qu'elle est le passé révolu, et parce qu'elle en détermine aussi les bornes. Je parle ici de l'histoire scientifique, de la recherche et de l'un de ses vecteurs, l'école, qui ont pour rôle dans un régime de véracité, d'empêcher le souvenir et la mémoire de sombrer dans le mythe, le fantasme, les mauvais usages. C'est bien tout le paradoxe de l'usage social du discours historique. Il donne une représentation du passé, le sentiment de faire revivre ce passé qui est, quoi qu'il en soit, définitivement révolu. Le récit en histoire est d'ailleurs en partie factice. Il ne donne qu'une trame de ce qui a été, c'est une reconstruction toujours imparfaite, quelles que soient les preuves et sources convoquées. Raconter la Grande Guerre, ce n'est pas la faire revivre car il ne peut y avoir d'histoire totale. L'histoire ne peut ramener le passé au présent, c'est une illusion. À ce jeu d'optique, les rapports entre histoire et mémoire sont complexes et la première a certainement perdu du terrain en regard de la seconde depuis que nous sommes plongés dans l'ère de la mémoire. Il ne s'agit pas d'une lutte mais de l'évolution de notre société actuelle vis-à-vis du passé, même si Pierre Nora dans son texte « Entre mémoire et histoire » a pu écrire, non sans raison, « Mémoire-histoire ». Loin d'être synonymes, nous prenons conscience que tout les oppose. Ces oppositions fondent des différences essentielles qui sont parfois perdues de vue par les acteurs de la mémoire qui utilisent une tranche d'histoire, une vision de celle-ci pour imposer un discours mémoriel. En effet, il y a d'un côté la mémoire, en tension affective, qui tend à la sacralisation alors que l'histoire est fondée sur un discours scientifique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'histoire l'en débusque, elle prosaïse toujours. La mémoire est un absolu, et l'histoire ne connaît que le relatif. Au cœur de l'histoire, travaille un criticisme destructeur de mémoire spontanée. L'histoire est délégitimation du passé vécu. C'est là un point essentiel des différences entre histoire et mémoire. Cette dernière sacralise le souvenir, alors que l'histoire intègre celui-ci dans un tout et le relativise. Or, comme la mémoire est portée par des individus, véhiculant souvent des revendications, des souffrances, un objectif, l'histoire n'en a pas comme il n'y a pas de sens de l'histoire, elle devient évidemment suspecte. Alors pourquoi ce primat de la mémoire de nos jours ? Le mouvement s'est engagé en France au fil des décennies d'après-guerre, dans les 30 Glorieuses, où ont lieu les ruptures avec le monde rural traditionnel. À la fin des années 60, les événements de mai 68 ont brisé un carcan dans la société française. Ces années correspondent aussi à la disparition des hommes et femmes ayant grandi sous la Troisième République, et qui avaient appris les valeurs nationales véhiculées par l'école et l'armée. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, avec la défaite de 1940 et la collaboration, a enfoncé un coin dans la fierté nationale et si la résistance a été mise en avant, le mensonge collectif ne prenait plus vraiment, notamment après la sortie du livre de Robert Paxton sur Vichy. De plus, la décolonisation et notamment la guerre d'Algérie ont ébranlé bien des certitudes, alors que la modernisation de la société allait bon train. Enfin, à partir de 1973, les crises économiques ont amené les Français à regarder en arrière et à constater la disparition de la société rurale. Sans détailler davantage, un ensemble de facteurs économiques et sociétaux avait déjà joué sur une prise de conscience de fin d'un monde, cela s'est traduit par l'idée de perte du passé. C'est normal qu'un sentiment de perte se soit installé, le passé étant par essence révolu, mais cela est à considérer avec l'idée que tout s'accélère, y compris le temps, ce qui n'est pas sans conséquence. C'est dans ce contexte que s'est affirmé peu à peu ce qu'Annette Viviorca a appelé « l'ère du témoin », perturbant profondément notre rapport à l'histoire et à la mémoire collective. Ce témoin, ce n'est pas l'ancien soldat, même si les collectes de témoignages oraux se sont multipliées au sein des armées françaises depuis les années 1970-80. Il s'agit des survivants des camps de la mort qui, après un long silence, avant de disparaître, ont fait entendre leur voix, leurs témoignages.
Les anciens soldats de la Grande Guerre ont eux aussi été confrontés à la transmission de l'expérience du feu, de l'intransmissible, mais si certains ont écrit, la plupart ont eu leur vécu sauf rares témoignages familiaux parfois enregistrés. Les survivants des camps, surtout de la Shoah, en prenant la parole, ont provoqué une crise dans notre relation au passé, favorisant, involontairement, le primat de la parole du témoin sur le récit historique. L'émotion, liée à l'écoute du témoin, engendre un étrange sentiment de passé présent coupant souvent court à toute prise de recul. C'est ce qu'a souligné Paul Ricoeur. Pour être reçu, un témoignage doit être approprié, c'est-à-dire dépouillé autant que possible de l'étrangeté absolue qu'engendre l'horreur. Cette condition drastique n'est pas satisfaite dans le cas des témoignages de rescapés. L'histoire est donc confrontée à la survalorisation de la parole individuelle, au témoignage et à ses écueils, mais sans pouvoir réagir réellement. Comment aller contre la parole d'un survivant dans un discours scientifiquement étayé sans passer pour un monstre ? Comme l'a déjà évoqué Annette Viviorca. Comment construire un discours historique cohérent s'il est constamment opposé à une autre vérité, qui est celle de la mémoire individuelle ? Comment inciter à réfléchir, à penser, être rigoureux quand les sentiments et les émotions envahissent la scène publique ? 11. Il existe des formes de mémoire qui ne peuvent cohabiter avec le discours historique, notamment celles liées au traumatisme. Or, ce sont celles-ci qui ont largement pris le pas dans l'espace public, partant des témoins de la Shoah à ceux des autres expériences douloureuses comme la guerre d'Algérie, accompagnés de discours parfois déformants. Puis, ces mémoires sont entrées en concurrence dans un jeu pernicieux d'échelle de souffrance, avec pour corollaire l'idée que celle-ci n'a jamais été reconnue à sa juste valeur, c'est-à-dire publiquement. Animé de la volonté de briser définitivement un carcan déjà bien fissuré, le président Chirac a donné l'impulsion politique définitive au primat de la mémoire avec son discours du Veldiv du 16 juillet 1995 énonçant clairement la responsabilité de l'État français dans la Shoah. Les conséquences sont bien l'envahissement de l'espace public par un discours réparateur forgé autour du fameux devoir de mémoire, l'émergence de lois mémorielles et la multiplication de fondations, monuments, mémoriaux et musées qui ne manquent pas de faire appel à l'émotion. Ce sont là des instants et des lieux où l'histoire est présente mais où les historiens sont souvent mal à l'aise car il leur faut lutter contre l'empathie, les récupérations malsaines, pour tenter de mettre en avant un discours scientifiquement fondé. Cependant, avec le primat de la mémoire porté par le politique qui est aussi le financeur, s'est instaurée une sorte de normalisation et de banalisation de la commémoration, devenu un rituel fondé sur l'émotion comme l'invoque en arrière-plan l'expression devoir de mémoire. Or, un historien ne peut entrer dans cette logique, dans cette injonction dénoncée entre autres par Paul Ricoeur. Son rôle est de contribuer au travail de mémoire qui vise à ne pas laisser un oubli malsain s'installer, mais aussi à remettre les choses à leur place dans un régime de vérité et d'historicité, afin entre autres de ne pas contribuer aux concurrences mémorielles et aux dérives du tout mémoriel. L'historien doit sans cesse élaborer un discours entre exigences sociales, celles du temps actuel, et exigences scientifiques. La première, composée d'un kaléidoscope de mémoire individuelle et collective, peut ne pas se satisfaire de la seconde, alors qu'elle profite largement de la puissance médiatique. Or, les médias mettent en avant l'instant, l'émotion, bien plus qu'un discours développé et nuancé. Par ailleurs, la mémoire suscite la méfiance des historiens, alors qu'elle doit être un moteur de notre relation au passé et à l'avenir, parce qu'elle est porteuse d'un certain nombre d'abus, parmi lesquels des mensonges ou des non-vérités, des omissions et des choses laissées dans l'ombre. La mémoire est une forme d'organisation de l'oubli, mais non assumée. On met de côté, consciemment ou non, des points, des événements, qui jettent un trouble sur un passé recréé entre histoire et imaginaire. Les exemples ne manquent pas, comme le discours forgé autour d'une Wehrmacht propre opposée à une Waffen-SS criminelle, ou bien encore la quasi-mythification du poilu en France ou du J aux États-Unis, mettant ainsi dans les fossés du souvenir les parts d'ombre de chacun d'eux. La mémoire fonctionne par sélection et nécessairement, par rejet dans l'oubli de choses que l'on ne veut plus voir. Elle élabore un récit, fait de mise en lumière et de mise dans l'ombre, qui s'inscrit dans une relation fantasmée et privilégiée au passé, où s'ancre l'idée d'une téléologie historique. C'est là une pratique anthropologique et sociale,
qui ne peut coïncider avec la pratique qui fonctionne sur le principe de recherche de causalité et de vérité, même s'il s'agit d'un idéal. La gestion des mémoires relève peut-être de la quadrature du cercle. Laisser la parole aux mémoires communautaires, souvent victimisantes, engendre concurrence et dissonance, fracturation de la société, au moins pour l'instant, mais peut-être faut-il encore du temps. Ne pas entendre ces mémoires, mais est-ce possible? Et mettre en avant une mémoire nationale unique, c'est engendrer frustration et ressentiment, étouffer les différences et risquer d'alimenter rancœur et poussée identitaire au niveau communautaire et national. La meilleure des solutions consiste vraisemblablement à dire l'histoire, à faire réfléchir sur le passé sans rien dissimuler, atrophier ou hypertrophier, non pour lisser les réalités passées mais pour les replacer dans un passé assumé. Tel est le rôle de l'histoire. La transmission de la mémoire, si elle prend le pas sur l'analyse historique, perd le lien avec l'histoire en tant que discours raisonné. Or, quelle mémoire transmettre? La mise en avant dans un jeu d'échelle brouillé, des mémoires individuelles et collectives, met en péril la portée même d'un discours mémoriel qui doit pourtant exister. Nous sommes passés d'un temps où prévalait le souvenir national, construit entre autres lors de la transmission scolaire avec ses errements et ses silences, à une époque où s'impose la pluralité mémorielle, accompagnée de dérives revendicatrices, voire identitaires, dans une société en questionnement. La mémoire nationale, dans ce contexte, oscille entre reconnaissance et assimilation des mémoires multiples et tentatives de reconstitution d'une unicité, ce qui n'est d'ailleurs pas en contradiction avec le premier mouvement. À cet égard, le centenaire de la Grande Guerre constitue un reflet de cette tension, avec certainement la volonté de structurer à nouveau la société dans sa diversité, autour d'un ensemble d'événements de ce conflit, dans le but de refonder l'identité française. L'école et la mémoire. Même si les choses ne sont pas nécessairement quantifiables, en termes de portée, dans le cadre de l'enseignement, il est certain que l'école influe sur la relation des citoyens au passé et à l'histoire. Si tous n'éprouvent pas d'intérêt pour cette matière, la plupart héritent du passage à l'école au moins d'un vernis historique. Dans un pays comme la France, l'enseignement de l'histoire occupe une place importante, mais qui n'est pas restée la même de la Troisième République à nos jours. Sans surprise, à la fin du XIXe siècle et sur plusieurs décennies du XXe siècle, le cadre de l'État-nation a favorisé l'utilisation de l'histoire comme outil de cohésion nationale, en appuyant un discours national sur une histoire multiséculaire. Si la France présente ici un cas d'école, elle n'est en rien une exception en Europe. L'école et la langue constituent des vecteurs classiques des identités nationales. En France, le développement de l'État monarchique et d'une première forme de centralisation a favorisé la lecture téléologique de l'histoire d'une nation, où être français serait une réalité de la monarchie à la République. L'enseignement de l'histoire de la construction territoriale du pays, appuyé sur celui d'une géographie presque parfaite en raison de montagnes et de cours d'eau qui en bornent les limites, l'apprentissage des grandes figures de l'histoire nationale présentées comme de véritables exemples pour la jeunesse, ont assurément contribué à construire une mémoire nationale commune et répondant à l'idée de la nation telle que pouvait la formuler Ernest Renan ENL 882. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui à vrai dire n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est dans la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est dans le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Renan appuie bien cette idée en parlant également de culte des ancêtres, un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. C'est bien l'école primaire des 3e et 4e Républiques qui a répondu à cet appel, même si l'idée est plus ancienne, en mettant l'accent sur les héros et les grandes figures de la nation, forgeant une véritable mythologie nationale. Le soutien apporté par des historiens comme Ernest Lavis a été essentiel à l'ancrage d'une mémoire nationale acceptée par tous. Cet universitaire devenu instituteur national, avec la large diffusion de son Histoire de France, cours élémentaire, 1913, a contribué à forger la mémoire collective, même si d'autres auteurs de manuels ont œuvré. La mise en place de ce souvenir commun,
à la base de l'enseignement, était alors complété pour une partie de la jeunesse par l'enseignement secondaire offrant une vision davantage universaliste. Ce modèle, au moins pour ce qui est de l'enseignement primaire, a été remis en cause au cours des Trente Glorieuses avec une rupture réelle à la fin des années 60. En 1969, la Commission ministérielle de la rénovation pédagogique déclare « Après la prolongation de la scolarité obligatoire, il n'est plus nécessaire, de 6 à 11 ans, d'apporter à l'enfant des connaissances indispensables en matière d'histoire, de géographie et de sciences. Avec les nouvelles conceptions pédagogiques, l'école élémentaire doit servir à éveiller l'enfant, avec le bannissement du par cœur sur lequel était justement fondé l'enseignement de l'histoire des figures nationales. Il n'existe donc plus de programme d'histoire pour l'école primaire et aucun manuel n'est édité. C'est la conséquence de l'impact de l'école des annales, de son éloignement du fait politique et de son engagement dans la lecture historique de faits économiques, sociétaux, dépassant les frontières nationales. C'est également le scepticisme d'une génération qui regarde avec méfiance le passé récent, le poids du national dans les guerres, la guerre d'Algérie jouant le rôle de révélateur d'une certaine défiance, alors que la dynamique économique des Trente Glorieuses appelle à s'ouvrir de plus en plus au monde. Pour les Français, la guerre d'Algérie a joué le rôle d'un électrochoc à cet égard. Alors que l'histoire, avec les livres et les revues, se vend bien et reflète une passion française, la mythologie nationale s'est effondrée avec la fin de l'enseignement de cette histoire au niveau primaire. Avec le recul, cet enseignement peut paraître simpliste et trop nationaliste, mais il a joué un rôle dans l'adhésion aux fêtes nationales, complété chez les garçons par le service militaire et dans l'intégration des immigrés en donnant le sentiment d'un passé commun. La fin du roman national est lisible dans une enquête de 1987 sur les personnalités de l'histoire de France. Elle montre que les héros traditionnels sont sortis du Panthéon, à l'exemple de Jeanne d'Arc. L'actualité a remplacé la mémoire historique. Ceci est révélé par l'apparition de personnalités politiques contemporaines dans cette enquête et confirme le recul de l'enseignement de l'histoire et le primat de nouvelles mémoires, politiques, sociales, culturelles, post-coloniales. Il y a eu une réaction face à cette mutation et à cette crise de l'histoire. Le 20 octobre 1979, Alain Decaux, figure importante de l'histoire popularisée, écrivait dans un article du Figaro « On n'apprend plus l'histoire à nos enfants ». En 1985, l'histoire est rétablie dans l'enseignement élémentaire mais évidemment sous une forme différente de ce qui avait cours avant la crise des années 60. Le primat de l'histoire-problème, ainsi que le développement de nouvelles sources de l'histoire, principalement orales, ont modifié notre rapport au passé et brisé la logique du récit national quasi-téléologique. Dans un monde où la circulation de l'information s'est accélérée, avec des médias de plus en plus variés, pouvant véhiculer des cultures très diverses et autres que les dominantes, il n'était plus possible de revenir en arrière. L'essor exponentiel d'Internet a accentué cette dynamique, engendrant d'ailleurs des craintes et des velléités de retour aux fêtes nationales. En effet, le roman national, s'il n'entre plus vraiment dans l'enseignement de l'histoire, ne manque pas de revenir au moins dans certaines familles politiques. L'idée du musée de l'histoire de France, énoncée par le président Sarkozy le 18 janvier 2009, en est une illustration. De même, dans son discours du 28 août 2016 à Sablé-sur-Sarthe, François Fillon, candidat à la présidentielle de 2017, n'a pas manqué de mettre en avant l'idée de la refondation de la nation à travers une certaine histoire. Si je suis élu président de la République, je demanderai à 3 académies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.